Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de NXT et notamment l'épisode du 1er août. Voilà, et du coup vous aurez aussi très rapidement les pronostics de SummerSlam. Parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on est déjà vendredi et que SummerSlam c'est demain, donc vous aurez deux vidéos aujourd'hui. Ou alors je vous sortirai les pronostics aujourd'hui, l'épisode de NXT demain, le samedi, et comme ça, sûrement les résultats de SummerSlam dimanche. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si les choses sont un peu dans le désordre comparé à d'habitude. En tout cas, on a eu un épisode plutôt sympa. Même si après The Great American Bash, on a l'impression de retomber dans un truc un peu moins, j'ai pas envie de dire moins qualitatif, mais c'est vrai que du coup on a eu des matchs beaucoup plus courts, beaucoup plus de promos et tout ça, qu'on n'avait pas pendant The Great American Bash, qui est assez normal puisque les PLE sont censés être pour la majorité des cas des conclusions de rivalité. Donc forcément c'est pas le même sentiment qu'on a en regardant ces shows-là. Mais c'est vrai que forcément, quand on enchaîne les deux à quelques jours près, on a quand même un sentiment un peu bizarre. En mode, ouais, on a l'impression que c'est un peu moins quali, alors que pour un épisode d'NXT, c'est quand même très bien, quoi. On commence donc avec le premier match entre Jessie Jane et Lyra Valkyria, donc les deux femmes qui sont en rivalité depuis plusieurs semaines, notamment avec des petits segments backstage, et notamment aussi Rhea Ripley, hein, qui s'est aussi amusé à jeter de l'huile sur le feu, et qui aura donné un match plutôt sympa. Honnêtement, le match était bon, les deux femmes ont eu des bonnes offenses, des très bonnes choses de montrer, beaucoup d'intensité du côté de Jessie Jane, pas mal de belles choses également du côté de Valkyria. Et on termine sur une victoire clean de Valkyria. Ça, j'étais étonné qu'on termine directement comme ça sur une victoire clean. Mais victoire clean, alors je crois de mémoire que Valkyria, elle esquive ou elle contre un coup de Jessie Jane. Et ensuite elle part sur son coup de pied retourné avec un splash pour la victoire. Franchement, c'était un bon petit match pour débuter le show. J'ai trouvé tout ça plutôt cool. Ensuite, on a Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui vont venir au ring. Rhea Ripley va présenter le toujours champion du monde nord-américain Dominic Mysterio et lui-même va se vanter d'être le meilleur luchador au monde et de tous les temps. Bref, voilà. De toute façon, c'est le truc typique de heel. C'est que quand tu sais que tu n'es pas le meilleur dans un truc, t'as juste à le dire et tu donnes par exemple des noms de gens qui sont vraiment très bons dans ce que tu dis et t'es sûr de te faire huer comme y a pas, surtout quand tu débutes comme Dominique. Et là, il se balance, il se met en mode je suis meilleur luchador au monde, alors qu'il y a plein de luchadors qui sont excellents, hein. On pense à Axiom, à Dragon Lee, et surtout à Rey Mysterio. Après, je sais qu'il y a plein d'autres luchadors qui existent, hein, c'est juste que je les connais pas, donc je vais pas mentionner des noms de gars que je connais pas, et même les Sin Cara, Kalisto et tout. Moi, je les ai pas connus parce que je regardais pas, enfin, je regardais plus la WWE quand ils étaient là. Bref. En tout cas, Dragon Lee va venir au ring et il dira que personne ne croit que Dominic est le meilleur luchador of all time, que le public n'y croit pas et que même lui-même n'y croit pas. Voilà, le mec il se la pète et tout. Et Dragon Lee, de manière très honnête, il va dire que le meilleur luchador de tous les temps, c'est son padre, parce qu'en plus, je pense qu'il fait sa phrase en anglais et puis il termine par tout padre en mode espagnol. J'ai pas compris pourquoi le petit changement, mais bon, c'était marrant. Voilà, en disant que le meilleur luchador of all time, c'est Rey Mysterio, et c'est vrai que c'est le luchador, je pense, le plus connu au monde et même de tous les temps, hein. Voilà, Rey Mysterio, c'est vraiment la référence des catcheurs masqués, même pour les gens qui connaissent pas les catcheurs. Je pense que c'est ça qui fait que c'est le meilleur, pas forcément parce que c'est un grand catcheur à la base, hein, Rey Mysterio, c'est un grand champion, tout ça, on est d'accord, il a été le héros de beaucoup d'enfants, notamment à mon époque, hein, les gens ils étaient hyper fans de lui quand on était jeune, même si moi j'étais plus Jeff Hardy que Rey Mysterio, mais c'est le même délire de catcheur. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein d'autres luchadors qui sont aussi doués et de grands champions comme Rey Mysterio, mais je pense que ce qui fait que Rey Mysterio serait considéré comme le meilleur
parmi tous, c'est que contrairement aux autres, bah, Rey Mysterio, même quelqu'un qui connaît pas le catch, il connaît ce nom-là. Je veux dire, vous demandez à quelqu'un des noms de catcheurs, enfin quelqu'un qui n'a pas de connaissances à la base, quelqu'un va plus facilement vous sortir bah, forcément des The Rock, Batista, parce que bah, maintenant John Cena, ce qu'ils font du cinéma, mais des gens peuvent facilement vous sortir des Undertaker ou Rey Mysterio, et parce que bah, ces gens-là ont dépassé le cadre du cinéma, enfin du catch, tellement ils sont connus. Bref, j'ai fait une petite digression. Voilà, juste pour expliquer un peu pourquoi, pour moi, Rey Mysterio était le meilleur luchador of all time, parce que j'avoue que là-dessus, je suis d'accord avec Dragon Lee, parce que je trouve que Rey Mysterio, c'est le seul luchador qui a dépassé le cadre du catch, et qui est un des noms de catcheurs les plus connus, et que même des gens qui n'ont jamais vu le catch, tu leur dis ce nom-là, ça va forcément leur parler, plus ou moins. Surtout quand on était gamin, il y avait plein de goodies, de catch, et Rey Mysterio, il y en avait quand même beaucoup sur lui dans les marchés. Bref. Du coup, le Rey Mysterio va également apparaître à l'écran, et il va dire qu'il va venir à NXT la semaine prochaine. Alors ça c'est un truc de dingue, Rey Mysterio à NXT la semaine prochaine. J'ai très hâte de voir ça. Et il va venir pour soutenir son celui qui prendra sa place, plus ou moins, le futur grand luchador de tous les temps, Dragon Lee, voilà, pour un match de championnat nord-américain entre Dominic Mysterio et Dragon Lee. J'ai adoré la réaction de Dominic Mysterio quand il voit son père. J'ai adoré la réaction de Rhea Ripley quand Dragon Lee dit de toute façon toi je te déteste, hop là ça c'est fait, pour lui faire fermer sa bouche. Franchement je trouve que c'est peut-être la promo que j'ai préférée cette semaine, parce que je l'ai trouvé incroyable entre le public qui hue à mort Dominic Mysterio, Dragon Lee qui fait fermer sa bouche à Rhea Ripley, l'apparition de Rey Mysterio, le teasing de sa venue à NXT, plus teasing de match pour le titre nord-américain entre deux luchadors et tout. Enfin bref, il y a tellement de choses qui fait que je trouve que cette semaine, c'était vraiment la meilleure promo qu'on a eue. Ensuite, on a eu un match plutôt sympa entre Eddie Thorpe et Dijak. Alors un match plutôt stiff, hein, assez violent, dans le sens où Dijak va beaucoup se servir du coin de ring pour affaiblir son adversaire. Voilà, il va souvent l'envoyer dans les coins de ring, il va s'en servir comme une arme pour essayer de blesser un maximum son adversaire au bras. Du coup, Editor va pas avoir tant d'offense que ça dans ce match, hein. Il va tenter de s'en sortir, mais il va quand même bien se faire dominer. Et au final, on a une victoire de Dijak, qui après avoir beaucoup travaillé le bras d'Editor sur le poteau, va finir avec un big boot pour la victoire. Voilà, le match était sympa, mais voilà, j'étais pas non plus à fond dedans. Autre match dont le résultat m'a étonné, c'est Yulisa Leon et Valentina Feroz contre Elektra Lopez et Lola Vice. Et c'est la première fois, si je dis pas de conneries, que je voyais Lola Vice catcher. Parce que quand Elektra Lopez a eu son match il y a une ou deux semaines, peut-être deux, trois semaines, Lola Vice était en mode un peu manager, personne qui accompagne. Mais là, c'est la première fois que je la voyais catcher. J'avoue que Lola Vice a montré des belles choses. Euh, j'ai trouvé que ce qu'elle a fait dans le ring était plutôt pas mal. Je dirais pas que c'était excellent, puisque forcément elle débute et tout, donc on va pas être excellent dès ses premiers matchs. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs vraiment sympas, notamment quand elle fait sa sorte de double vrille avec un coup de pied après, j'ai trouvé ça trop cool. Donc je pense que, un peu comme Kelani Jordan, Lola Vice peut avoir de l'avenir à la WWE, à voir comment elle sera bookée, voilà et tout ça. Mais en tout cas, le match, on a eu une victoire clean de Elektra Lopez et Lola Vice après qu'il y ait ce truc. Alors moi je déteste toujours dans les matchs par équipe, c'est ce truc où hop, t'as quelqu'un qui fait le tombé, et puis t'as une personne qui vient pour casser le tombé. Et puis après t'en as un qui vient frapper celui qui a cassé le tombé. Et puis l'autre qui vient frapper celui qui a frappé celui qui est... Oh là là. Je déteste ça à la WWE. C'est un truc qui m'énerve à chaque fois. Comme les trucs dans les coins où ils sont 10 000 là, et puis qui se font souplex et tout. Ok, c'est impressionnant, mais c'est débile. Vraiment, il y a des fois quand tu réfléchis
comment ils font ça, tu dis, mais en fait, c'est complètement con. C'est complètement con, en fait, dans l'histoire du match. Je me souviendrai toujours d'un moment où vraiment, t'as une catcheuse qui s'apprête à faire une souplex à quelqu'un, et t'as son adversaire qui vient pour vraiment venir faire la souplex avec. Forcément, les deux faisaient à un de leur adversaire. Puis tu dis, mais c'est débile. T'as quelqu'un qui attaque ton adversaire, bah, tu l'empêches de faire du mal à ton adversaire. Tu viens pas l'aider juste à faire du mal à tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a des prises ou des trucs qui n'ont aucun sens et qui m'énervent. Certes, c'est impressionnant, mais ça n'a aucun sens. Et là, on a un peu ce truc de fouillis, là, après cassage de tombée, où à chaque fois, t'as tous les membres d'une équipe qui vient, puis t'en as un qui en fout un KO, et puis après, la personne se fait mettre KO, et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Et ça termine, je crois que c'est Lola Vice qui a envoyé un super kick à Yulisa Leon, du coup qui venait d'envoyer Elektra Lopez au tapis, voilà, qui se retourne, se prend un super kick, tombé pour la victoire, bref. Je déteste ce genre de passage, en plus quand ça conclut un match, c'est assez décevant quoi, parce que encore quand c'est en milieu de match, je trouve ça chiant. Mais au moins ça conclut pas le match. Là après ils peuvent se servir du truc en mode oui mais j'avais pas vu avec l'intervention d'Electra Lopez et tout, mais bon, j'ai un peu de mal avec ça. Pourtant, le match en lui-même, il était vraiment sympa et tout, mais le finish, franchement, je l'ai détesté. Ensuite, après un gros teasing dans Backstage, hein, avec un Wesley ultra énervé et Carmelo Hayes qui fait son travail de leader de NXT en grand champion NXT, qui fait un peu son travail en mode voilà, j'essaye de donner une bonne image à NXT, d'être un bon champion, de conseiller les gens backstage, de les aider et tout. J'ai trouvé ça très sympa comme comportement. On l'avait déjà vu la semaine dernière quand il essayait de calmer les tensions entre Dragunov et Trick Williams, hein, qui d'ailleurs ne seront pas terminées. Et du coup, Wesley essaye de. Enfin, Carmelo essaye de calmer Wesley, sauf que du coup, il y a Noam Dar et Oro Mensah qui vont venir foutre un peu la merde et se moquer de Wesley, ce qui va lancer un match 2 contre 2. Et franchement, j'aurais jamais imaginé, au bout de quelques mois, parce que bon, ça fait. Allez, peut-être. Attends, on est en août, septembre, octobre, ouais, au bout de 10 mois, j'aurais jamais imaginé, au bout de 10 mois de NXT, que mes deux de mes favoris, parce que bon, Braun Breaker fait partie de mes favoris aussi, on va dire mon top 3 chez les mecs, c'est vraiment Carmelo Hayes, Wesley, Braun Breaker. Mon top 5, on aurait pu rajouter les Pretty Deadly, mais ils sont plus là. Donc, mais vraiment, mon top 3, c'est ces trois-là. Braun Breaker, Carmelo Hayes et Wesley. Bon, pas dans ce ordre-là forcément, mais c'est mes trois préférés. Et avoir un match par équipe entre Wesley et Carmelo Hayes, franchement, je m'y attendais pas. Deux de mes trois préférés en équipe, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ou osé imaginer un match avec eux en équipe, et finalement c'est arrivé. Bon, on avait déjà eu Carmelo Hayes Braun Breaker, maintenant Carmelo Hayes Wesley, hein. Il manque plus qu'à avoir un jour un match par équipe entre Wesley et avec Wesley et Braun Breaker pour que hop là tout soit fait. Mais ouais, non, je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi, ça m'a surpris. Je me suis dit, ok. Euh, du coup, le match était vraiment sympa. Alors, on a eu une dominance à fond de l'équipe Wesley Carmelo Hayes, hein. Ils ont beaucoup dominé avec des très très belles choses, hein. Et puis Wesley, on sent qu'il est de plus en plus énervé. On l'a vu notamment quand Jakara Jackson a voulu l'empêcher de faire sa vrille là, de la troisième corde. Et au final, il s'est dit, vas-y, tu me fais chier, j'en ai rien à foutre. Il lance quand même sa vrille, du coup, Jakara Jackson elle s'est décalée. Euh, mais euh, mais j'aime bien là le travail de Wesley qui du coup il pète un plomb parce que il a perdu sa ceinture sur une intervention de Rhea Ripley. Là il perd à nouveau parce que à nouveau intervention avec utilisation d'une ceinture. Il n'a pas pu récupérer le titre nord-américain et là il pète un plomb, il en peut plus. Et franchement je trouve hyper intéressant ce qui se passe avec Wesley. Et voilà. En tout cas, le match était vraiment très très bon. On a la victoire de Noam Dar et Oro Mensah. Pour moi, leur victoire, elle aurait dû être à The Great American Bash et pas ici. Mais bon, après, c'est pas non plus hyper grave, hein. Mais pour moi, ils auraient dû gagner pendant le PLE et pas lors d'un weekly. Mais au moins, ils ont quand même leur petite victoire. En plus, comme le mentionnera Lash Legend,
backstage après, c'est que c'est pas n'importe quelle victoire, c'est tu bats le champion de NXT et en prime l'un des plus grands champions nord-américains depuis le début du titre. Donc tu dis, ouais, c'est quand même pas rien comme victoire de battre un champion, un ancien champion qui a été hyper bon. Donc là, Noam Dar, c'est vrai que c'est quand même une meilleure victoire que de battre entre guillemets Dragon Lee et Nathan Fraser. Pas que ce sont des mauvais catcheurs, ils sont excellents, hein, mais c'est vrai que quand tu prends le poids qu'ont Wesley et Carmelo Hayes, là ces dernières semaines, effectivement, c'est plus prestigieux de les avoir vaincus eux que s'ils avaient gagné à Great American Bash. Mais en même temps, d'un côté, tu gagner dans un PLE, c'est quand même bien aussi. Bref. En tout cas, on a une victoire de Noam Dar suite à un. Alors, je sais plus si c'est un super kick ou un copier retourné sur Wesley. Notamment parce que ce dernier va être un peu paumé parce qu'il va partir pour envoyer le cardiac kick. Sauf que il va l'envoyer sur Carmelo Hayes. Et ensuite, voilà, il se prend un kick de je sais plus qui. Et puis voilà, fin du match, victoire des Heels. Mais j'ai pas trop compris en gros. Enfin, je trouve que la scène de fin est assez mal filmée dans le sens où comment dire, en gros, on a Carmelo Hayes en gros qui se propulse en avant, qui pousse, je crois que c'est Noam Dar qui se fait pousser, et Carmelo Hayes reçoit le cardiac kick. Mais en fait, de la façon que c'est filmé, on n'arrive pas vraiment à savoir si Carmelo Hayes a fait ça volontairement ou si c'est Oro Mensah qui l'a poussé, et en poussant Carmelo Hayes a poussé Noam Dar. Mais j'avoue que c'est pas très clair en vrai ce qui s'est passé. Je trouve que la façon que c'est filmé, c'est pas très clair. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que Carmelo Hayes il s'est jeté, il a sauvé Noam Dar, alors que il est en équipe avec Wesley, quoi. Donc il aurait pas dû protéger Noam Dar. Enfin bref, j'ai un peu de mal à comprendre vraiment ce qui s'est passé à cette fin de match. Même avec le replay, je trouve que c'est mal filmé cette scène. Et j'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un a réussi à comprendre ce qui se passait, moi honnêtement j'ai rien compris. Bref. Et en tout cas, le match en lui-même était vraiment sympa. Honnêtement, j'ai bien aimé le match. Mais la fin, je comprenais pas ce qui se passait tellement c'était mal filmé. Ensuite, on a un homme qui a fait un meilleur match cette semaine qu'à Great American Bash. C'est Baron Corbin qui nous a fait un match contre Andre Chase après cette moquée de Thea Hale backstage. Et du coup, on a un match où Baron Corbin va vraiment dominer Andre Chase. Andre Chase qui va quand même avoir quelques petits comebacks plutôt sympas, notamment avec ce truc avec le public qui crie toutes les lettres du Chase You et tout. C'était trop cool. Mais Thea Hale va être complètement déprimée. Voilà, on sent qu'elle en veut énormément à Andre Chase d'avoir abandonné pour elle. Du coup, elle est totalement déprimée. Et là, j'avoue que je crois que je n'aurais jamais autant aimé Thea Hale. C'est méchant ce que je dis, hein, parce que son perso, il est complètement déprimé et tout. Mais je crois que je l'ai jamais autant aimé. Parce que, vous savez, moi, les gens qui gueulent comme ça, qui crient tout le temps, j'ai envie de les baffer. Et pas forcément des personnages et tout, hein, mais même les youtubeurs. Hein. Je veux dire, Amixem, avant qu'il arrête de trop gueuler, je pouvais pas regarder ses vidéos. Hein. Il me saoulait à gueuler toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, ça va, il s'est calmé. Mais moi, les gens qui crient, c'est un truc qui m'insupporte. Bah, faut le savoir. Hale, je trouve qu'elle fait du très bon travail, mais en même temps, son perso m'insupporte, alors que normalement, on est censé l'adorer comme c'est une face. Mais comme elle gueule tout le temps, elle m'insupporte. Donc voilà. Mais là, l'avoir déprimée, je trouvais que elle joue très bien son rôle. Et comme elle crie pas, du coup, je l'ai trouvé plus agréable. Et puis au moins, ça la travaille un peu autrement que la fille tout le temps énergique, qui gueule tout le temps et tout le temps trop heureuse. Là, ça travaille un peu plus son personnage et je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, par vengeance, elle va tenter de jeter une serviette pour faire abandonner Andre Chase quand Baron Corbin fait une soumission sur Andre Chase, excuse-moi. Et au final, Baron Corbin, lui, va renvoyer
et la serviette dans la gueule de Duke Hudson ou de Thea Hale, parce que l'arbitre, lui, il a pas vu, il était en train de parler à André Chase pour voir s'il voulait abandonner ou pas, et du coup, il a pas vu le coup de la serviette. Et du coup, j'ai pas vu comment se terminait le match, parce que j'étais en train de prendre les notes euh, pendant la fin du match, parce que je pensais pas que ça allait se finir aussi vite après ça, et du coup, Baron Corbin va terminer le match clean sur André Chase, en sachant qu'entre deux, Thea Hale quittait les abords du ring parce qu'elle en pouvait plus de rester là. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup le travail de Thea Hale sur cet épisode-là. Ensuite, on a un petit promo sympa. Alors, j'ai préféré, encore une fois, celle du Judgment Day avec Dragon Lee, mais celle du Schism était plutôt sympa aussi. Parce que, bah, du coup, le Schism vont parler du fait qu'à Great American Bash, ils ont perdu euh, à cause. Oui, c'est lors de Great American Bash, ouais, qu'ils ont perdu. Non, c'est pas Great American Bash, si? Bref, que dans leur match par équipe, ou peut-être avant Great American Bash, qu'ils ont perdu à cause de traîtres au sein de Schism qui ont attaqué The Dyad, et du coup ils veulent démasquer tous les membres un par un. Donc ils vont en démasquer plusieurs. Au bout d'un moment, il y en a un qui s'avère être Ikemen Jiro, qui en fait est juste là pour faire le clown, s'abuser un peu. Bon voilà, c'est dommage de l'utiliser à l'écran juste pour ça, alors que Ikemen est un bon catcheur, il fait des belles choses du côté de Level Up, enfin du moins à l'époque où je regardais Level Up, je trouvais qu'il faisait des bonnes choses, mais bon. Et Dyad va agresser les deux derniers en pensant qu'il s'agit des Creed Brothers. Non, en fait non, les Creed Brothers, ils apparaîtront à l'écran pour se moquer de Schism, avec un fond vert en mode regardez on est en vacances, en fait ils ont des fonds verts de plein de lieux de vacances différents, c'était assez marrant. Et Joe Gacy va ordonner à tous les membres de Schism de retrouver les Creed Brothers, peu importe où ils sont, et de les ramener à eux-mêmes, du coup, à NXT. Donc la petite promo de fin, là franchement, j'ai trouvé vraiment très très cool avec le Schism hyper menaçant à l'écran. Et du coup, on termine le show sur un 3 contre 3, j'allais dire un triple menace, mais non, c'est pas la même chose. Avec Gallus, avec Joe Coffey, Mark Coffey et Wolfgang, contre The Family et un invité mystère. Puisque au début de l'épisode, on a Gallus qui a agressé The Family, et comme ils sont que 2 contre 3, du coup, Tony D'Angelo, pendant l'épisode, a contacté une personne avec qui apparemment il s'entend bien et qui lui doit un service. Et du coup, on a eu un teasing de cette personne qui est arrivée dans une belle bagnole, costume blanc et tout, sans voir son visage et tout ça. Et ensuite, quand ils ont fait leur entrée, on a pu voir l'arrivée de Santos Escobar. Alors, Santos Escobar qui a été acclamé par le public, hein. Le public a été très content, on a eu des chants Welcome Back Home, voilà, pas mal de petits chants en faveur de Santos Escobar, qui en plus je crois que c'est la semaine prochaine qui aura un match pour le titre des États-Unis. Et vu comment est booké Austin Theory, il y a des grandes chances que Santos Escobar puisse devenir le nouveau champion des États-Unis la semaine prochaine. Pour ceux qui, comme moi, regardent les replays, enfin, j'ai d'ailleurs les replays, les, euh, les reviews des autres catcheurs de Royce McDonald ou pour ceux qui regardent l'épisode, voilà, soyez attentifs parce qu'on aura peut-être un Escobar champion prochainement. Et en tout cas, le match était sympa. Bon, c'est un 3 contre 3, mais c'était très cool. On a eu un beau travail d'équipe des deux côtés, hein. Même en Santos Escobar, au début, qui a mis du temps à rentrer dans le ring, quand même, et qui s'est très bien acclimaté finalement avec The Family, et c'était plutôt cool, hein. Franchement, ce petit triple menace était génial, et on retient notamment ce moment. Vous pouvez aller regarder sur l'Instagram de WWE avec Santos Escobar qui est debout sur la troisième corde avec Mark ou Joe Coffey, je crois que c'est Mark Coffey. Et là, d'un coup, il fait un ciseau de tête, il se met à sauter sur un ciseau de tête. C'était magnifique. Et ensuite, il va envoyer Kofi dans un coin du ring, partir avec son double coup de genou dans le coin, suivi du finissant par équipe de The Family pour la victoire. Donc grosse victoire des champions par équipe
avec Santos Escobar. La scène aurait eu encore plus de gueule si Santos Escobar avait le titre, le titre des États-Unis. Sûrement qu'il le gagnera la semaine prochaine. Mais je trouve que ça aurait été encore plus, il y aurait eu encore plus de gueule si on avait eu les trois potes avec les trois une ceinture. Je trouve que ça aurait eu encore plus de gueule. Mais déjà, le public était déjà dingue de revoir Santos Escobar. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a eu les previews de la semaine prochaine, avec pas mal de petites choses intéressantes, hein. On aura Dominic Mysterio contre Dragon Lee pour le titre nord-américain, avec notamment Rey Mysterio dans le coin de Dragon Lee, Braun Breaker contre Von Wagner, ça j'ai hâte de le voir. Tyler Bate contre Noam Dar pour la coupe. Donc voilà, Tyler Bate, j'aime bien parce qu'il est venu voir, il fait bon machin, mais il fait mais c'est pas toi le champion, c'est Nathan Fraser. Et puis t'as Noam Dar qui fait bah non, moi j'ai jamais perdu la coupe, donc je suis encore le champion. Et Tyler Bate il fait bon bah si t'es encore le champion alors on peut s'affronter pour la coupe. Et puis là il fait en plus moi aussi je l'ai déjà gagné. Et puis t'as Roman ça ou Noam Dar qui cache le nom de Tyler Bate sur la coupe. Sauf que bah trop tard, on l'a vu, on sait. Et je trouve ça intéressant que Tyler Bate il l'affronte parce que moi je vous ai dit, j'aimerais tellement qu'à NXT, tous ceux qui ont eu la coupe essayent un moment de la récupérer. On a Tyler Bate qui tente sa chance contre Noam Dar. Bon là Nathan Fraser l'a gagné. Et en gros il en manque qu'un. Parce que du côté de NXT UK, il n'y a que 3 personnes qui ont eu la coupe. Noam Dar, Tyler Bate et Axiom. Bon, à l'époque ça s'appelait pas Axiom. Mais du coup, c'est les trois qui ont eu la coupe. Donc j'aimerais beaucoup qu'Axiom, à un moment donné, en disant bon, bah j'arrive pas à avoir ma chance pour le titre nord-américain, bah vas-y, je retente d'avoir la coupe comme je suis le premier. Je crois que c'est le premier détenteur Axiom. Si je dis pas de bêtises, et Noam Dar le dernier. Bref. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir ça. Et on aura également un match entre Mustafa Ali et Axiom, justement, on en parlait. Voilà, puisque Axiom est venu interrompre un moment Dominique pour parler des trucs de Luchador. En plus, Dominique il se fout de sa gueule en le confondant avec Dragon Lee ou je sais plus qui. Voilà, parce que du coup, on va pas du tout apprécier Axiom. Il y a Mustafa Ali qui vient également à cause de l'intervention avec Great American Bash bah, pour avoir sa revanche, tout simplement. Donc, on aura un match entre Mustafa Ali et Axiom. Sûrement que le gagnant aura une chance pour le titre nord-américain. Bon, malheureusement, il y a plus de chances que ce soit Mustafa Ali que Axiom. Mais dans les deux cas, je pense que ça donnera un bon match de championnat après le match entre Dragon Lee et Dominic Mysterio. En tout cas, dans la globalité, je trouve qu'on a eu un bon show, hein. Notamment, je retiens une très très bonne promo de Dominique, Rhea Ripley et Dragon Lee, et même Rey Mysterio, hein, qui a quand même participé. Et des matchs vraiment sympas, des fois des finishes un peu voilà, qui m'ont pas trop plu. Mais dans la globalité, je trouve que c'était un très bon show. Le travail de Tahale était vraiment très cool. On risque de revoir prochainement les Creed Brothers, la petite équipe entre Wesley et Carmelo Hayes. Jamais dans mon imaginaire j'aurais imaginé voir ça, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Bref, franchement j'ai adoré regarder ce show, même si après un Great American Bash excellent, et ben on a l'impression d'être dans le truc un peu moins bien, même si en réalité c'était quand même très quali. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt les Inkelpiens, ciao.